Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire, manifestation spontanée, défilé historique chargé d'émotions. Un an après les attentats de Charlie Hebdo, nous revivrons en images les rassemblements que ce drame avait suscités dans notre région. Et puis nous recevrons Michel Cambon, il est dessinateur de presse grenoblois. Le patrimoine d'Aix-les-Bains caché dans les galettes d'une boulangerie-pâtisserie de la ville. Une collection de fèves inédites offerte aux fidèles clients, comme le veut la tradition. Enfin, le temps fait grise mine aujourd'hui, limite pluie neige autour de 1500 mètres d'altitude, pluie en plaine et neige abondante en montagne. On attend 30 à 40 cm de fraîche vers 2000 mètres. Température toujours assez douce, 8 à 10 degrés en plaine. C'est le genre d'événement qu'on n'oublie pas. Il y a un an, jour pour jour, la France était sous le choc des attentats terroristes à Charlie Hebdo. L'effroyable nouvelle frappait les esprits de stupeur et chacun se souvient de ce qu'il faisait et où il était ce matin-là. À Grenoble aujourd'hui, Frédéric Lefrançois et Vincent Abran ont recueilli des souvenirs de cette tragédie. Vos souvenirs. Jusqu'à présent, le 7 janvier était un jour comme les autres dans le calendrier des Français, le jour de la Saint-Raymond pour les plus informés. Et puis, il y a eu le 7 janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo. Et depuis, ce 7 janvier est devenu un jour particulier. Je suis tellement abattu que j'arrête de bosser, je me mets à pleurer dans un coin en disant c'est pas possible. Et j'ai toujours les unes de Charlie qui sont dans le restaurant, donc je commence à regarder ça et je dis il faut que j'en trouve une de Cabu immédiatement, et j'en trouve une qui a 40 ans, qui dit l'armée rend con. Mais c'est cette année, ce 7 janvier pour moi, et je suis maintenant, j'ai pas de 14 juillet au fond de moi, mais j'ai un 7 janvier. Le propriétaire de ce restaurant l'a appris par un coup de téléphone, pendant que ce commerçant était mis au courant par ses clients affolés. Voilà, on a pris comme ça, des bouches à oreille, comme on dit. Et après, malheureusement, quand je rentre à la maison, je prends conscience de la gravité des choses à travers la télé. Et c'est quelque chose qu'on a très présent ici. Je devais être au travail, mais c'est sûr qu'en écoutant la radio, on a appris ça et que ça, on s'est tous arrêtés, quoi. On s'est dit, mais vraiment, où est-ce qu'on va, quoi. Il y a un an, le 7 janvier, pour une grande majorité des Français, le temps s'est arrêté. Ce traumatisme national a aussitôt provoqué une émotion collective et des réactions sur les réseaux sociaux et dans les rues. Les rassemblements se sont multipliés jusqu'à provoquer d'immenses mouvements dans toutes les villes du pays. De mémoire d'homme, on n'avait pas vu ça depuis la Libération. Anne Héniard. Dans les Alpes comme ailleurs, c'est la stupeur. Et quelques heures seulement après l'attentat de Charlie Hebdo, les gens ont éprouvé le besoin de se rassembler. Comme ici à Grenoble, 5000 personnes se sont retrouvées place Félix Poula en silence. Je suis rien, je suis personne, mais je suis révoltée, voilà. Lecteur ou non de Charlie Hebdo, tout le monde se sent révolté par l'attaque djihadiste. Et dans de nombreuses villes, petites ou grandes, des hommages aux victimes sont organisés jusqu'à la grande marche républicaine du 11 janvier. Ça sent l'union, ça sent la force, et c'est ce qu'il faut montrer dans ces cas-là, quoi. On a la chance d'être dans un pays libre et je pense que ça c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en cause. Plus de 20 000 personnes dans les rues de Chambéry, autant à Annecy et 110 000 à Grenoble, du jamais vu. Policiers et journalistes étaient côte à côte en tête de cortège. Les représentants des communautés religieuses défilaient aussi, main dans la main. Nous sommes venus dire combien nous étions attachés à la liberté, c'est le mot qui nous rassemble aujourd'hui. C'est vrai pour dire aussi non à la violence, non à l'extrémisme, non au radicalisme. Je ne dis pas le radicalisme musulman, mais tout type de radicalisme religieux. C'est pas ça la spiritualité de ce que nous vivons, nous, 99,9% des croyants. Tous unis contre la barbarie et pour la liberté d'expression. Dans les Alpes, jamais un événement n'avait autant rassemblé. Cabu, Tinius, Charb, Honoré, Wolinski, parmi les 12 victimes de cet attentat, des caricaturistes. C'est le symbole de la liberté d'expression qui était visé dans cette tuerie sauvage. Et à mes côtés, Michel Cambon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dessinateur de presse aux affiches de Grenoble et du Dauphiné. Vous connaissiez personnellement ces grandes plumes de caricaturistes ? Non, oui, j'étais copain avec Tinius. On se rencontrait dans des festivals. J'avais
les autres dessinateurs étaient des collègues, des copains, des amis, et puis surtout des exemples. Cabu, Wolenski, c'était des gens que je regardais quand j'ai commencé à dessiner. Des modèles. Des modèles, voilà. Ouais. Alors, quel dessin vous avez inspiré ce massacre il y a un an, tout juste? Où étiez-vous et quelle était votre réaction et quel était le premier dessin? Moi, j'étais à ma table de travail en train de réfléchir à des idées pour un hebdo pour lequel je travaille sur Besançon. Et en fait, je cherchais c'est ce que je fais en général, je cherche deux actualités. Et puis, je suis allé sur Internet pour avoir des nouvelles un peu fraîches, des choses un peu fraîches. Et puis, je suis tombé sur cette annonce. Et au début, lorsque j'ai eu, donc c'était en fin de matinée, lorsque j'ai appris le début de l'événement, j'ai entendu une fusillade, comme quoi il y aurait eu des terroristes qui seraient rentrés dans la rédaction de Charlie Hebdo. Et donc j'ai fait ce dessin. Qu'on vient de voir, faut pas se moquer des cons. C'était une espèce de réaction très immédiate. C'était par rapport, on se moque pas des cons, c'était par rapport à la fameuse couverture de Charlie Hebdo dessinée par Cabu. C'est dur d'être aimé par des cons, qui avait fait déjà polémique et qui avait déjà été. Charlie Hebdo après ce dessin avait reçu des menaces, quoi. Un an après, Michel Cambon, vous avez réagi également par un autre dessin, d'autres dessins? Oui, bien sûr. Enfin, même tout le long de l'année, quoi. Parce que c'était pour nous... Ça n'a jamais arrêté depuis un an, finalement. Oui. Sauf que je vais peut-être dessiner moins de prophètes, mais plus de djihadistes, d'une certaine manière. Oui, non, c'est quelque chose qui a occupé les esprits de beaucoup de gens, de collègues, de dessinateurs. Et là, on voit le dessin que vous sortez un an après. Voilà, donc c'est le dessin qui va apparaître demain dans les affiches de Grenoble. C'est vous qui suivez à grosses gouttes? Oui, c'est un dessinateur, même si c'est pas tout à fait moi, mais ça me ressemble un peu. Et oui, donc c'est un petit peu l'interrogation que je peux avoir. Rapidement, et c'est un exercice de style que je vous demande, est-ce qu'on peut aujourd'hui tout dire avec crayon ou une plume au risque d'en mourir? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on doit? On ne doit pas mourir pour ça, je crois pas. Mais par contre, on doit dire, on doit s'exprimer. Le dessinateur, c'est un petit peu le bouffon du roi, quoi. Donc, il faut se permettre de pouvoir s'exprimer le plus librement possible, quoi. En plus, nous vivons dans une démocratie. Donc, c'est important de le faire. C'est important de le faire. Ça serait même juste pour les dessinateurs étrangers qui vivent des situations beaucoup plus difficiles que la nôtre, ça serait même un petit peu désobligeant. Merci pour ce message. Les caricaturistes de presse qui sont à l'honneur d'ailleurs au musée de l'eau à Ponton-Royan en Isère, l'association Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, fondée par Plantu, propose une exposition sur un tout autre thème, celui de l'eau, un thème porteur depuis la COP21 et qui remet sur le scène le travail de ces dessinateurs de presse et leur regard sur l'actualité. Avant d'arriver au musée de l'eau de Ponton-Royan, l'exposition a pris naissance en novembre 2013 au pavillon de l'eau à Paris. Elle s'articule en 5 parties autour de problématiques du XXIe siècle, la pollution, les écosystèmes en danger, la baignade, le pétrole et la radioactivité, le tout au travers de 80 dessins de presse réalisés par 26 auteurs de 14 nationalités différentes. C'est très fort, hein, le dessin de presse, l'humour je dirais en 4 coups de crayon et une idée à la base, bien sûr, c'est la force du trait et de l'idée. Et on dit beaucoup de choses. C'est une exposition, je trouve, qui est très parlante, très marquante, qui a beaucoup d'impact. Isérois, dessinateur de presse, membre de Cartooning for Peace, Pierre Baoulet participe à l'exposition. Ami intime de T-News, tué lors de l'attentat de Charlie, il témoigne aujourd'hui du changement de regard du public sur ces porteurs d'idées qui parfois dérangent. Jusqu'à maintenant, les gens nous considéraient comme des dessinateurs de petits Mickey. Et puis maintenant, depuis un an, les dessinateurs sont devenus des héros, entre guillemets évidemment, et puis des cibles. Et on nous regarde avec un regard différent, j'ai l'impression qu'on nous regarde différemment. Aujourd'hui, Pierre Baoulet a décidé d'aller à la rencontre du public et notamment des jeunes dans les écoles et les lycées pour parler de son métier. Il n'y a pas plus virtuel qu'un crayon qui tournicote sur une feuille de papier et puis tout à coup il y a des personnages et des idées qui surgissent. Et c'est bien de l'employer, c'est bien de le faire connaître, c'est bien de faire voir aux jeunes gens
c'est un mode d'expression merveilleux. SOS, le dessin de presse prend l'eau, une exposition aux actualités multiples à découvrir jusqu'en septembre prochain au musée de l'eau de Ponton-Royan. Justice, 9 personnes se revendiquant supporters de l'AS Saint-Étienne et parmi elles un Viennois ont été condamnées à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône dans le Rhône. Le 5 décembre dernier, ils avaient saccagé le mariage de celui qu'ils avaient pris pour un rival lyonnais. Céline Loyal. C'était une opération commando préparée de manière paramilitaire. Le 5 septembre 2015, la salle de réception de mariage dans le Beaujolais a été saccagée par une quinzaine d'hommes masqués armés de barres de fer. Des ultras du club de Saint-Étienne qui voulaient détruire le plus beau jour de la vie d'un supporter lyonnais. Une expédition punitive qui n'a pas fait de blessés, mais qui a choqué. On a pensé à des attentats, on a pensé à une prise d'otage, on a pensé à une blague, on a pensé à plein de choses. Oui, mais voilà, les agresseurs se sont trompés de cible. 10 supporters âgés de 26 à 48 ans ont été interpellés et présentés hier en comparution immédiate. Ils vont à nouveau exprimer leurs regrets vis-à-vis de ces victimes qui se présentent aujourd'hui pour avoir indemnisation de leurs préjudices. Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a condamné 9 supporters avec des peines allant d'1 an à 3 ans de prison ferme. Une seule relaxe a été prononcée, des supporters stéphanois désormais interdits de stade. Et on a appris aujourd'hui la mort de l'enfant de 5 ans qui avait été percuté par un véhicule dimanche dernier alors qu'il roulait derrière son père en mini-moto à Saint-Savin en Isère. Il est décédé des suites de ses blessures. Les précisions sur notre site France 3 Alpes. Si vous avez des chiens ou des chats et que vous souhaitez vendre leur portée, sachez que la législation a changé depuis le 1er janvier. La réglementation concernant la protection des animaux de compagnie a été renforcée pour mieux encadrer la vente et l'élevage des animaux de compagnie. Reportage en Ardèche, Vanessa Fize, Nicolas Ferraud. Son métier d'éleveuse, Lucie le pratique avec passion, en donnant du temps et de l'attention à chaque animal, en espaçant les portées, en sociabilisant avec douceur les nouveaux venus. En leur compagnie, elle oublie presque les charges, les contraintes administratives et les mises aux normes parfois lourdes. J'ai toujours été fan de chiens et voilà quoi, enfin les chiennes, le contact qu'on a, la complicité qu'on peut avoir. Au moment où elles font les chiots, le petit regard un peu dans le vide, ça va, heureusement que tu es là, ne me laisse pas tout seul. Enfin, tout ça, c'est des moments qu'on partage avec les chiens qui sont extra, quoi. Une ombre plane pourtant en permanence sur la profession, la concurrence des particuliers. Ils représentent près de 80% du marché, avec des pratiques parfois bonnes, parfois contestables, et eux étaient jusqu'ici soumis à peu de règles. Quand elle parcourt les sites internet d'annonces gratuites, Lucie s'agace. Type bichon, hop, mise en ligne le 6 janvier, voilà, il n'y a pas de numéro de sirette, il n'y a rien. Depuis le 1er janvier, les particuliers doivent se déclarer comme éleveurs auprès de la Chambre d'agriculture et mentionner leur numéro de sirène sur les annonces. Ils sont ainsi soumis, eux aussi, à des contrôles et une imposition. La mesure est destinée à protéger les animaux et à équilibrer la concurrence, mais ça ne rassure qu'à moitié la profession. Qui va faire appliquer la loi ? Qui va regarder que... Enfin, je veux dire, il est tellement facile de regarder un numéro de sirette quelque part, de prendre celui du plombier, de l'électricien ou du mécano. Vous mettez un sirette, je suis sûr que vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça marche. À la SPA des amandiers, l'inquiétude est la même quant à l'application de la loi, mais on salue aussi une mesure qui permettra de protéger un peu mieux les animaux, car les particuliers ne se lancent pas toujours dans la reproduction par passion. Il y a beaucoup de personnes qui font que ça rien que pour l'argent, ils s'en foutent royalement de l'animal en lui-même. Ils les font reproduire rien que pour se faire, excusez-moi du terme, mais un peu d'argent à la fin du mois. Et bon, je veux dire, ça reste quand même des animaux, c'est des êtres vivants, ils ont des sentiments. Ça aussi, il faudrait beaucoup de personnes s'en rendent compte. Et s'il faudra des contrôles, le montant de l'amende est en tout cas dissuasif. Les contrevenants devront payer 7 500 €. Allons voir maintenant ce qui se passe chez nos voisins de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, direction le Lioran, c'est au cœur de la chaîne des volcans d'Auvergne. Une station posée entre 1200 et 1800 mètres d'altitude. La neige est enfin là et les écoles de ski retrouvent le sourire et les classes de neige. Claude Bernard, Lydie Rib. Paloma, tu peux y aller. Regarde, il y a de la place. On éloigne un peu les pieds. Lilou, c'est parti. Pascal entame sa 30e saison au Lioran. Aujourd'hui, il encadre des écoliers venus de la région de Limoges. La semaine a débuté sous les meilleurs auspices. Mais depuis hier, avec plus de 60 cm de neige fraîche, le travail se déroule dans d'excellentes conditions. La saison est enfin lancée.
C'est du bonheur, surtout après une période des vacances de Noël qui a été un petit peu difficile, avec certes du travail, mais dans des conditions compliquées pour nous, avec 4 pistes d'ouvertes. Un très gros travail de la station que l'on a souligné, mais un manque de neige. Cette année, cette école de ski a investi 90 000 € dans l'installation de ce tapis roulant. Une vingtaine de moniteurs sur la soixantaine qui y travaillent en pleine saison sont déjà à pied d'œuvre. Il faut dire que la plupart sont des pluriactifs et que pour une majorité d'entre eux, la saison au Lioran reste la principale source de revenus. Là, on peut dire que la saison démarre vraiment dans des conditions excellentes. On est prêt à accueillir les classes de neige. C'est une grosse période pour nous, toute la période entre les vacances de Noël et les vacances de février, où on accueille pas mal de groupes de classes de neige. C'est important pour la station parce qu'on a souvent une grosse activité pendant les vacances scolaires. Et c'est vrai qu'entre les deux, c'est pas toujours très facile. Donc c'est important de pouvoir les accueillir dans les bonnes conditions pour pouvoir pérenniser cette activité. Au Lioran, 2 autres écoles de ski fonctionnent. Les 3 devraient donc être opérationnelles le week-end prochain. Car si le temps le permet, l'ensemble du domaine skiable de la station devrait ouvrir. Retour en Savoie, à Aix-les-Bains, où la boulangerie-pâtisserie Sabourdi a marqué le coup pour l'épiphanie cette année. Elle a offert à ses clients une galette patrimoniale avec des fèves aux couleurs de la ville. Un petit cadeau qui ne laisse pas insensible et qui respecte cette fête traditionnelle. Claudine Longhi-Bernard, Frédéric Pasquette. À l'origine, la galette était un présent que les boulangers offraient à leurs clients après les fêtes de fin d'année pour les remercier de leur fidélité. Si les temps ont changé, la galette est restée, mais ce boulanger a tout de même décidé de faire un cadeau aux gourmands. Une surprise les attend à l'intérieur de la galette. On a travaillé avec M. Brun, un ancien photographe d'Aix-les-Bains, qui nous a volontiers donné des clichés de vieux bâtiments d'Aix et qu'on les a fait reproduire exclusivement pour nous, pour Aix. Alors on a des bâtiments qui existent et puis il y en a d'autres qui n'existent plus. C'est des fèves à collectionner. On en a fait à peu près 3000 et il n'y en aura pas d'autres. Dans la boulangerie, les galettes trônent, version frangipane, citron, pomme ou encore chocolat. Et la maîtresse des lieux donne volontiers quelques explications sur les petits trésors qu'elle renferme, 9 différents. Voilà. Alors c'est la rue de Genève par exemple. Ah ouais. L'ancienne église. Ouais. Je pense que les gens ont un petit peu marre de voir toujours les mêmes fèves comme on peut trouver ailleurs. Donc c'était une idée de faire un petit clin d'œil à la ville, un petit clin d'œil aux Aixois. Et visiblement, l'idée séduit. Ça change un peu de ce qu'on a habituellement, des personnages ou même aujourd'hui des choses un peu trop Disney, enfants et tout. Là, c'est une bonne occasion de parler de la ville. C'est une très bonne initiative parce qu'on a une très très jolie ville. J'adore ma ville et donc je trouve ça très très bien. Le couple de boulangers-pâtissiers planche déjà sur un nouveau thème pour la galette 2017 et toutes les idées seront les bienvenues. Dans un instant, l'édition nationale qui reviendra sur l'anniversaire de ce terrible attentat de Charlie Hebdo. C'était il y a un an. Merci à vous, Michel Cambon, d'avoir été avec nous. Excellente journée.